Quand ton propre père te jette dehors comme une étrangère, quand la honte te pousse dans la rue avec rien d'autre que ton ventre rond et tes larmes, tu crois que ta vie est finie. Tu crois que plus personne ne voudra de toi. Tu crois que le monde entier t'a tourné le dos. Mais parfois, c'est exactement quand tu touches le fond que le destin décide de te relever. Aïcha avait 19 ans. Elle était enceinte. Son père l'a chassée de la maison sans même la laisser prendre ses affaires. Elle s'est retrouvée seule dans les rues de Lagos, sans argent, sans téléphone, sans personne à appeler. Et pourtant, cette nuit-là, la pire nuit de sa vie, allait devenir le début de quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Un homme allait la trouver. Un homme que personne ne connaissait dans son quartier. Un homme dont la fortune pouvait acheter des rues entières. Et cet homme allait changer sa vie pour toujours. Voici l'histoire d'Aïcha. Une histoire vraie de douleur, de courage et d'un amour qui est arrivé là où personne ne l'attendait. Avant de commencer, je veux vous demander quelque chose. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous me regardez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur le bouton j'aime pour soutenir ce type de contenu. Et restez jusqu'à la fin, parce que cette histoire va vous surprendre. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver. Allez, on commence. Aïcha a grandi dans le quartier de Surulere, à Lagos. C'était un quartier populaire, bruyant, vivant, où tout le monde connaissait tout le monde. Son père, Alhaji Mustapha, était un commerçant respecté dans le quartier. Il vendait des tissus au marché de Balogun et gagnait suffisamment pour nourrir sa famille. Il n'était pas riche, mais il avait sa fierté. Et cette fierté, c'était la chose la plus importante pour lui. Plus importante que l'amour. Plus importante que sa propre fille. La mère d'Aïcha, Mama Fink, était une femme douce et silencieuse. Elle ne parlait jamais quand son mari élevait la voix. Elle baissait la tête, elle priait, elle espérait que les choses s'arrangent toujours d'elles-mêmes. Elle aimait Aïcha de tout son cœur, mais elle n'avait pas la force de s'opposer à son mari. Dans cette maison, c'est Alhaji Mustapha qui décidait de tout. Et personne n'avait le droit de le contredire. Aïcha était l'aînée de 4 enfants. Elle avait 2 frères et une petite sœur. Depuis qu'elle était toute petite, elle avait appris à être responsable. Elle aidait sa mère à cuisiner, elle lavait les vêtements de toute la famille, elle accompagnait ses frères à l'école. Elle était brillante en classe, toujours parmi les premières. Son père disait souvent qu'elle était son bijou, sa fierté, celle qui allait réussir et l'honorer devant tout le quartier. Mais tout a changé le jour où Aïcha a rencontré Chidi. Chidi était un jeune homme du quartier voisin, Yaba. Il avait 23 ans, il travaillait comme mécanicien dans un garage pas loin du marché. Il avait un sourire qui pouvait faire fondre n'importe qui. Quand il parlait, on avait envie de l'écouter pendant des heures. Aïcha l'a rencontré un samedi matin, alors qu'elle allait acheter des tomates pour sa mère au marché. Il l'a aidée à porter ses sacs. Ils ont parlé. Ils ont ri. Et à partir de ce jour, ils se sont revus chaque semaine, en cachette. Aïcha savait que son père n'accepterait jamais cette relation. D'abord parce que Chidi n'était pas de la même ethnie. Ensuite parce qu'il était mécanicien, et Alhaji Mustapha avait d'autres ambitions pour sa fille. Il voulait qu'elle épouse un homme instruit, un homme de bonne famille, quelqu'un qui allait élever leur statut social. Un mécanicien couvert de graisse et de cambouis, ce n'était même pas la peine d'en parler. Pendant 6 mois, Aïcha et Chidi se sont aimés en silence. Ils se retrouvaient le soir, après les cours, dans un petit jardin derrière l'église du quartier. Ils parlaient de leurs rêves, de l'avenir, de la vie qu'ils voulaient construire ensemble. Chidi promettait qu'un jour il ouvrirait son propre garage, qu'il gagnerait bien sa vie, qu'il viendrait demander la main d'Aïcha devant son père comme un homme digne. Aïcha le croyait. Elle avait confiance en lui. Et puis, un matin, Aïcha s'est réveillée avec des nausées terribles. Elle a vomi 3 fois avant même de pouvoir se lever du lit. Sa mère l'a regardée avec des yeux qui comprenaient déjà. Mama Fink a fermé la porte de la chambre, elle a posé sa main sur le front de sa fille, et elle a murmuré avec une voix tremblante. « Tu es enceinte, pas vrai ?» Aïcha n'a même pas pu répondre. Ses larmes ont répondu pour elle. Mama Fink a pleuré aussi. Pas de colère. De peur. Parce qu'elle savait exactement ce qui allait se passer quand Alhaji Mustapha apprendrait la nouvelle. Elle a supplié Aïcha de ne rien dire, de trouver une solution, de faire quelque chose avant que son père ne découvre la vérité. Mais Aïcha ne voulait pas mentir. Elle ne voulait pas se cacher. Elle pensait que son père, malgré tout, l'aimait assez pour comprendre. Elle pensait que le lien du sang serait plus fort que la honte. Elle avait tort. Le soir même, quand Alhaji Mustapha est rentré du marché,
fatiguée et de mauvaise humeur parce que les affaires n'avaient pas été bonnes, Aïcha l'a attendue dans le salon. Elle s'est assise devant lui, les mains sur les genoux, le cœur qui battait tellement fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Et elle lui a dit la vérité. Les mots sont sortis de sa bouche comme des pierres. « Papa, je suis enceinte. » Le silence qui a suivi ces mots était le silence le plus lourd qu'Aïcha ait jamais connu. Son père l'a regardé. Ses yeux sont passés de la surprise à la confusion, puis de la confusion à la fureur. Une fureur froide, terrible, celle qui ne crie pas tout de suite mais qui brûle en dedans comme un feu qu'on ne peut pas éteindre. Al-Haji Mustapha s'est levé lentement. Il a posé sa main sur la table. Et puis il a explosé. Sa voix a rempli toute la maison. Les voisins ont dû entendre. Ses frères et sa sœur se sont cachés dans leur chambre. Mama Fink est restée dans la cuisine, les mains sur la bouche, les larmes coulant en silence. Aïcha est restée assise, immobile, pendant que son père lui crachait des mots plus douloureux que des coups. Il l'a traitée de honte. Il a dit qu'elle avait sali le nom de la famille. Il a dit que jamais plus il ne pourrait marcher la tête haute dans le quartier. Il a dit qu'elle n'était plus sa fille. Et puis il a prononcé les mots qui allaient changer le cours de la vie d'Aïcha pour toujours. « Sors de ma maison. Tout de suite. Je ne veux plus te voir. Tu n'existes plus pour moi. » Aïcha a levé les yeux vers sa mère, qui se tenait maintenant à l'entrée de la cuisine. Elle espérait un geste, un mot, une main tendue. Mais Mama Fink a détourné le regard. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien fait. Et ce silence de sa mère a blessé Aïcha encore plus que les cris de son père. Aïcha s'est levée. Elle est allée dans sa chambre. Elle a pris un petit sac avec quelques vêtements, son carnet de notes et la photo de sa mère qu'elle gardait sous son oreiller. Et elle est sortie de la maison. Quand la porte s'est refermée derrière elle, elle avait l'impression que le monde entier venait de se fermer aussi. Dehors, la nuit était tombée. Lagos la nuit, c'est un autre monde. Les rues de Surulere étaient encore animées, les vendeurs de suya grillaient leur viande au bord de la route, les motos passaient à toute vitesse, la musique sortait des bars. Mais pour Aïcha, tout ce bruit ressemblait à un silence immense. Elle marchait sans savoir où aller. Elle a d'abord pensé à Chidi. Mais quand elle l'a appelé avec les derniers crédits de son téléphone, il n'a pas répondu. Elle a rappelé. Encore et encore. Pas de réponse. Et quand enfin il a décroché, ce qu'il a dit a brisé le peu de cœur qui restait à Aïcha. Il a dit qu'il était désolé, mais qu'il ne pouvait pas s'occuper d'un bébé. Il a dit qu'il n'était pas prêt. Il a dit qu'elle devait comprendre. Et puis il a raccroché. Comme ça. Sans même demander si elle allait bien. Sans même demander où elle dormirait cette nuit. Aïcha s'est assise sur un banc près de l'arrêt de bus, à côté d'un grand carrefour. Elle a pleuré. Elle a pleuré comme elle n'avait jamais pleuré. Des larmes chaudes qui coulaient sur ses joues et tombaient sur son ventre. Ce ventre qui portait une vie que personne ne voulait. Elle avait 19 ans. Elle était seule. Elle était enceinte. Et elle n'avait nulle part où aller. C'est à ce moment précis que le destin a décidé d'intervenir. Une grosse voiture noire s'est arrêtée au feu rouge, juste devant le banc où Aïcha était assise. La vitre arrière était à moitié ouverte. L'homme à l'intérieur parlait au téléphone. Mais quelque chose l'a fait tourner la tête. Peut-être le son des pleurs. Peut-être la lumière du lampadaire qui éclairait le visage d'Aïcha. Peut-être autre chose, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. L'homme a dit à son chauffeur d'attendre. Il a baissé complètement la vitre et il a regardé Aïcha. Cet homme s'appelait Marcus Adeyemi. Il avait 35 ans. Il était le fondateur et le directeur d'une des plus grandes entreprises de technologie de Lagos. Son nom apparaissait régulièrement dans les magazines. Il avait des bureaux à Victoria Island, une maison à Ikoyi, des investissements dans 4 pays différents. Mais malgré tout cet argent, malgré tout ce succès, Marcus Adeyemi était un homme seul. Il avait perdu sa mère quand il avait 12 ans. Elle était morte en couche en essayant de donner naissance à sa petite sœur, qui n'avait pas survécu non plus. Cette douleur ne l'avait jamais quitté. Et quand il a vu Aïcha sur ce banc, jeune, enceinte, en pleurs, quelque chose en lui s'est brisé et reconstruit en même temps. Il est sorti de la voiture. Son chauffeur a voulu le suivre, mais Marcus lui a fait signe de rester. Il s'est approché d'Aïcha doucement, comme on s'approche d'un animal blessé qu'on ne veut pas effrayer. Il s'est accroupi devant elle. Et il lui a dit, avec une voix calme et douce, « Est-ce que je peux t'aider ?» Aïcha a levé les yeux. À travers ses larmes, elle a vu un homme grand, bien habillé, avec un regard qui n'avait rien de menaçant. Au contraire.
Il y avait quelque chose dans ses yeux qui ressemblait à de la douleur. Comme s'il comprenait. Comme s'il savait ce que c'était d'être abandonné. Aisha n'a pas répondu tout de suite. Elle avait peur. Qui était cet homme? Pourquoi un inconnu s'intéresserait à elle? Lagos est une grande ville, et une jeune fille seule la nuit ne fait confiance à personne. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Marcus, quelque chose de sincère, qui l'a poussée à parler. Et une fois qu'elle a commencé, elle n'a plus pu s'arrêter. Elle lui a tout raconté. Son père, la grossesse, Chidi, la porte qui s'est fermée, le téléphone qui ne répondait pas, le banc, la nuit, la peur. Marcus l'a écoutée sans l'interrompre. Quand elle a fini, il a pris une grande respiration. Et il a dit, « Tu ne dormiras pas dans la rue cette nuit. Ni cette nuit, ni aucune autre nuit. Viens avec moi. Je vais t'emmener dans un endroit sûr. » Aisha a hésité. Longtemps. Mais quand elle a regardé autour d'elle et qu'elle a vu la nuit qui s'épaississait, quand elle a senti le vent froid sur ses bras nus, quand elle a pensé au bébé dans son ventre qui n'avait rien demandé, elle s'est levée et elle a suivi Marcus jusqu'à la voiture. Le chauffeur les a conduits jusqu'à une maison à Lekki. Une grande maison blanche avec un jardin, des lumières douces et un gardien à l'entrée. Marcus ne l'a pas emmené chez lui. Il l'a emmené dans une maison d'accueil qu'il avait fait construire 3 ans plus tôt, un refuge pour les femmes en difficulté. Il y avait 10 chambres, une cuisine commune, une infirmière à plein temps et une assistante sociale qui passait 3 fois par semaine. Aisha avait du mal à croire que des endroits comme celui-là existaient. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des heures, Aisha a dormi dans un vrai lit. Elle a pris une douche chaude. Elle a mangé un vrai repas. Et avant de s'endormir, elle a mis sa main sur son ventre et elle a murmuré, « On va s'en sortir. Je te le promets. » Les jours qui ont suivi ont été les plus étranges de la vie d'Aisha. Elle vivait dans un confort qu'elle n'avait jamais connu, entourée de femmes qui avaient chacune leur propre histoire de souffrance et de survie. Il y avait Ngozi, qui avait fui un mari violent après 5 ans de coups et de mensonges. Il y avait Blessing, qui avait été abandonnée par sa famille après un viol et qui avait dormi sous les ponts pendant 2 mois avant de trouver le refuge. Il y avait Fatima, une jeune fille de 15 ans dont les parents étaient morts dans un accident de la route et qui n'avait plus personne au monde. Ces femmes sont devenues la nouvelle famille d'Aisha. Elles partageaient leurs repas, leurs rires, leurs larmes, leurs espoirs. Chaque soir, elles s'asseyaient dans le salon commun et elles racontaient leurs histoires. Pas pour se plaindre, mais pour se rappeler qu'elles n'étaient pas seules. Que la souffrance partagée pèse moins lourd que la souffrance portée en silence. Aisha apprenait chaque jour à vivre autrement. Elle qui avait toujours vécu sous le contrôle de son père découvrait ce que c'était de faire ses propres choix. Elle choisissait ce qu'elle mangeait, à quelle heure elle se couchait, quel livre elle lisait. C'était des petites choses, mais pour elle, c'était immense. L'infirmière du refuge, une femme chaleureuse qu'on appelait Tante Rose, veillait sur la grossesse d'Aisha avec une attention de mère. Elle lui apprenait à manger correctement, à faire des exercices pour le dos, à respirer quand le bébé pesait trop lourd. Tante Rose disait toujours, « Ton corps sait ce qu'il fait. Fais-lui confiance. » Et Aisha apprenait à faire confiance. À son corps. À la vie. À l'avenir. Marcus passait au refuge 1 fois par semaine. Il parlait avec chaque femme, il s'assurait que tout le monde allait bien. Il demandait si quelqu'un avait besoin de quelque chose. Quand il parlait avec Aisha, il prenait toujours un peu plus de temps. Il lui demandait comment se passait sa grossesse, si elle avait vu le médecin, si elle avait besoin de vêtements pour le bébé. Aisha le remerciait à chaque fois, et à chaque fois, Marcus répondait la même chose, « Tu n'as pas à me remercier. Tout le monde mérite une seconde chance. » Aisha ne comprenait pas pourquoi cet homme faisait tout cela. Elle ne comprenait pas sa générosité. Dans le monde qu'elle connaissait, les gens n'aidaient pas comme ça, sans rien demander en retour. Elle attendait le moment où Marcus allait lui demander quelque chose. Un service, une faveur, n'importe quoi. Mais ce moment n'est jamais venu. 3 mois ont passé. Le ventre d'Aisha s'arrondissait. Le bébé bougeait. Aisha commençait à sourire à nouveau. Elle avait repris des cours du soir grâce au programme du refuge, elle apprenait l'informatique, elle lisait des livres que Marcus apportait chaque semaine. Elle découvrait une version d'elle-même qu'elle ne connaissait pas. Une version forte, déterminée, pleine de vie. Un samedi, Marcus est venu au refuge avec un air différent. Il semblait nerveux, lui qui d'habitude était toujours calme et posé. Il a demandé à parler à Aisha en privé, dans le petit jardin derrière la maison. Ils se sont assis sur un banc, sous un manguier, et Marcus a pris la parole. Il lui a raconté son histoire.
L'histoire de sa mère qui est morte en couche. L'histoire de son père qui s'est enfermé dans le travail et qui n'a plus jamais montré d'affection à personne. L'histoire de son enfance solitaire, où l'argent remplaçait l'amour. Il lui a dit qu'il avait construit le refuge parce qu'il aurait voulu que quelqu'un aide sa mère quand elle en avait besoin. Il lui a dit que la première fois qu'il a vu Esha sur ce banc, il a vu sa mère. Et puis il a dit quelque chose qu'Esha n'attendait pas du tout. Il a dit, « Esha, depuis que je te connais, quelque chose a changé en moi. Tu as un courage que je n'ai jamais vu chez personne. Tu portes la vie en toi malgré tout ce qui t'est arrivé, et tu continues à avancer. Je ne sais pas comment dire ça autrement, alors je vais le dire simplement. Je suis tombé amoureux de toi. Pas par pitié. Pas par charité. Par admiration. Par respect. Par amour. » Esha est restée silencieuse pendant une longue minute. Son cœur battait si fort qu'elle avait du mal à respirer. Elle a regardé Marcus, cet homme qui l'avait sauvé sans rien demander, cet homme qui lui avait rendu sa dignité, cet homme qui pleurait maintenant devant elle en lui ouvrant son cœur. Et elle a compris quelque chose de fondamental. L'amour ne vient pas toujours d'où on l'attend. Parfois, il vient de là où on ne regarde même pas. Esha lui a pris la main. Et elle a dit oui. Pas tout de suite à un mariage, mais oui à l'amour. Oui à la possibilité d'être heureuse à nouveau. Oui à un avenir qu'elle n'avait plus osé imaginer. Les mois qui ont suivi étaient comme un rêve. Marcus traitait Esha comme une reine. Il l'a installée dans un bel appartement à Victoria Island. Il a engagé un médecin personnel pour suivre sa grossesse. Il l'a inscrite dans une école de commerce pour qu'elle puisse continuer ses études après l'accouchement. Chaque jour, il lui envoyait un message le matin pour lui dire bonjour et un message le soir pour lui souhaiter bonne nuit. Ce n'était pas de la richesse qui impressionnait Esha. C'était l'attention. C'était le respect. C'était le fait d'être vu, vraiment vu, pour la première fois de sa vie. Esha a accouché un mardi soir, au mois de septembre. Une petite fille magnifique, avec les yeux de sa mère et un cri puissant qui a rempli toute la maternité. Marcus était là, dans la salle d'attente, nerveux comme s'il était le père. Et quand Esha lui a mis le bébé dans les bras, il a pleuré. Il a pleuré comme un enfant. Il a regardé ce petit être fragile et il a dit, « Elle est parfaite. » Comme sa mère. Esha a appelé sa fille Amara, ce qui signifie grâce. Parce que c'est exactement ce que cet enfant représentait pour elle. La grâce au milieu du chaos. La lumière au bout d'un tunnel qu'elle avait cru sans fin. 6 mois après la naissance d'Amara, Marcus a demandé Esha en mariage. Il ne l'a pas fait dans un grand restaurant ou devant des caméras. Il l'a fait un dimanche matin, dans la cuisine de l'appartement, pendant qu'Esha donnait le biberon au bébé. Il s'est mis à genoux, il a sorti une petite boîte de sa poche, et il a dit, « Esha, veux-tu passer le reste de ta vie avec quelqu'un qui t'admire chaque jour un peu plus ?» Esha a ri et pleuré en même temps. Elle a dit oui. Le mariage a été célébré 3 mois plus tard. C'était une cérémonie intime, dans le jardin de la maison de Marcus à Ikoyi. Il y avait les femmes du refuge, qui étaient devenues les sœurs d'Esha. Il y avait les collègues de Marcus, ses amis d'enfance, quelques membres de sa famille. La robe d'Esha était blanche et simple, mais elle brillait plus que n'importe quel tissu de luxe parce que le sourire qui l'accompagnait était celui d'une femme qui avait traversé l'enfer et qui en était sortie vivante. Le pasteur qui les a mariés a dit une phrase qu'Esha n'oubliera jamais. Le vrai amour ne naît pas dans le confort, il naît dans les tempêtes. Et quand il survit à la tempête, plus rien ne peut le briser. Marcus a passé l'alliance au doigt d'Esha avec des mains tremblantes d'émotion. Les invités pleuraient. Les femmes du refuge chantaient. Le soleil brillait comme s'il avait décidé de célébrer lui aussi. La petite Amara, dans sa robe rose, dormait paisiblement dans les bras de Ngozi pendant toute la cérémonie. Elle ne savait pas encore à quel point sa mère était forte. Elle ne savait pas encore que sa naissance avait failli se passer dans la rue. Elle ne savait pas encore que l'homme qui allait l'élever comme sa propre fille était un ange déguisé en homme d'affaires. La nouvelle du mariage s'est répandue comme une traînée de poudre. Quand les gens de Surulere ont appris qu'Esha, la fille chassée par Alhaji Mustapha, avait épousé Marcus Adeyemi, le milliardaire de Victoria Island, le quartier entier était en choc. Les mêmes voisins qui avaient murmuré dans son dos, les mêmes gens qui avaient dit que cette fille ne ferait jamais rien de bon, les mêmes personnes qui avaient hoché la tête en approuvant la décision du père. Ces mêmes personnes disaient maintenant que c'était le destin, que Dieu est grand, que l'enfant béni finit toujours par briller. Et puis il y avait Alhaji Mustapha. Quand il a appris la nouvelle, il était assis dans son salon, le même salon où il avait chassé sa fille 1 an plus tôt. C'est son voisin, P.A. Johnson,
qui lui a montré les photos du mariage sur son téléphone. Alhaji Mustapha a regardé les photos longtemps. Il a vu sa fille en blanc. Il a vu la petite Amara. Il a vu la grande maison, le beau jardin, les invités souriants. Et il a vu quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps dans les yeux d'Aïcha, le bonheur. Ce soir-là, Alhaji Mustapha n'a pas dormi. Il est resté assis dans l'obscurité, seul avec ses pensées. Et pour la première fois de sa vie, il a pleuré. Pas de colère. Pas de honte. De regret. Un regret profond, immense, qui lui rongeait le cœur comme un acide. Il a réalisé qu'il avait jeté son propre bijou. Il avait chassé sa chair et son sang. Il avait choisi l'orgueil au lieu de l'amour. Et maintenant, sa fille était heureuse sans lui. Sa petite fille avait une petite fille que lui, le grand-père, n'avait jamais vue, jamais touchée, jamais embrassée. Les semaines qui ont suivi ont été les plus dures de la vie d'Alhaji Mustapha. Chaque fois qu'il passait devant la chambre d'Aïcha, devenu un débarras, il sentait un vide immense. Il ne mangeait presque plus. Il ne parlait presque plus. Au marché, ses clients le trouvaient changé, vieilli, éteint. Un homme qui marchait autrefois avec fierté traînait maintenant les pieds comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. La nuit, il se réveillait en sursaut et il tendait l'oreille, espérant entendre les pas d'Aïcha dans le couloir. Mais le couloir était silencieux. La maison était silencieuse. Et ce silence le rendait fou. Mama Fink, qui n'avait jamais cessé de pleurer en silence depuis le départ d'Aïcha, a fini par trouver le courage de parler à son mari. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon devant une télévision éteinte, elle lui a dit « Notre fille nous manque. Notre petite fille nous manque. Ton orgueil t'a aveuglé, et maintenant tu le sais. Alors fais quelque chose. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant que cette porte ne se ferme pour toujours. » Alhaji Mustapha a résisté pendant encore 2 semaines. 2 semaines de nuit blanche et de jour gris. Et puis un matin, il s'est levé, il a mis son plus beau boubou, et il a dit à sa femme « Emmène-moi chez ma fille ». Le trajet de Surulere à Ikoyi a duré 1 heure dans le trafic de Lagos. Alhaji Mustapha ne parlait pas. Il regardait par la fenêtre du taxi, les mains posées sur ses genoux, et il tremblait. Pas de froid. De peur. La peur d'être rejeté. La peur que sa fille lui fasse ce qu'il lui avait fait. La peur de regarder dans ses yeux et d'y voir la même froideur qu'il lui avait montrée ce soir-là. Quand le taxi s'est arrêté devant la grande maison blanche, Alhaji Mustapha est resté assis un moment. Mama Fink lui a pris la main et elle a dit « Allons-y. C'est notre fille. Elle nous pardonnera. » Le gardien les a fait entrer. Ils ont traversé le jardin. Et là, sur la terrasse, assise dans un fauteuil en osier avec Amara sur les genoux, il y avait Aïcha. Quand elle a levé les yeux et qu'elle a vu ses parents, son visage est passé par 1000 émotions en 1 seconde. La surprise. La douleur. La colère. La tristesse. Et puis, quelque chose d'autre. Quelque chose de plus grand que tout le reste. Alhaji Mustapha s'est avancé. Ses jambes tremblaient. Ses yeux étaient pleins de larmes. Il s'est arrêté à 3 pas de sa fille, et il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait devant personne. Il s'est mis à genoux. À genoux devant sa fille. Le grand Alhaji Mustapha, celui qui ne s'inclinait devant personne, était à genoux dans le jardin d'Ikoyi, les larmes coulant sur ses joues ridées. Il a dit, avec une voix brisée, « Aïcha, pardonne-moi. Je t'ai fait la chose la plus terrible qu'un père puisse faire à son enfant. Je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. J'ai choisi mon orgueil au lieu de mon sang. J'ai eu tort. J'ai eu tort et je le sais maintenant. Je ne te demande pas d'oublier. Je te demande juste de me laisser une place dans ta vie. Une toute petite place. Même un coin. Laisse-moi connaître ma petite fille. Laisse-moi réparer ce que j'ai cassé. Je t'en supplie. » Le silence qui a suivi était différent du silence de cette nuit terrible à Surulere. Ce silence l'a été chargé de possibilités. Aïcha a regardé son père. Elle a vu un vieil homme brisé par le regret. Elle a vu les cheveux blancs qui n'étaient pas là 1 an plus tôt. Elle a vu les rides creusées par les nuits sans sommeil. Et elle a vu quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu avant, de l'humilité. Aïcha s'est levée. Elle a donné Amara à Marcus, qui se tenait à l'entrée de la terrasse et qui avait vu toute la scène sans dire un mot. Et puis Aïcha s'est avancée vers son père. Elle l'a regardé un long moment. Et elle a fait la chose la plus difficile et la plus belle qu'un être humain puisse faire. Elle lui a tendu la main pour l'aider à se relever. Et quand il s'est levé, elle l'a serré dans ses bras.
Al-Haji Mustapha a pleuré comme un enfant dans les bras de sa fille. Mama Fink pleurait aussi. Marcus avait les yeux brillants. Et la petite Amara, dans ses bras, gazouillait tranquillement, sans comprendre qu'elle assistait à un miracle. Le miracle du pardon. Aisha a murmuré à l'oreille de son père, « Je te pardonne, papa. Pas parce que ce que tu as fait est acceptable. Pas parce que j'ai oublié. Mais parce que je refuse de porter cette douleur pour le reste de ma vie. Je te pardonne pour moi. Pour Amara. Et pour toi aussi. Parce que tu es mon père, et rien ne pourra jamais changer ça. » Ce jour-là, quelque chose s'est reconstruit. Pas complètement. Les cicatrices ne disparaissent jamais vraiment. Mais une porte s'est ouverte. Une porte que tout le monde croyait fermée pour toujours. Ils sont restés ensemble tout l'après-midi. Mama Fink a cuisiné pour la première fois dans la cuisine de sa fille, et elle a pleuré de joie en voyant à quel point la vie d'Aisha avait changé. Al-Haji Mustapha a porté Amara dans ses bras pendant des heures. Il ne voulait plus la lâcher, comme s'il essayait de rattraper tous les mois perdus en un seul après-midi. Marcus a regardé cette scène avec un sourire discret. Il savait que la guérison allait prendre du temps, mais il savait aussi que le premier pas venait d'être fait. Al-Haji Mustapha est devenu un grand-père extraordinaire. Il venait voir Amara chaque semaine. Il lui chantait des berceuses, il lui racontait des histoires, il la portait dans ses bras comme si elle était la chose la plus précieuse du monde. Et en un sens, elle l'était. Parce qu'Amara était la preuve vivante que même les erreurs les plus graves peuvent être rachetées par l'amour. Marcus et Aisha ont construit une vie magnifique ensemble. Marcus a adopté Amara officiellement, devant un juge, avec tous les papiers signés. Ce jour-là, quand le juge a prononcé les mots qui faisaient de Marcus le père légal d'Amara, Aisha a pleuré de bonheur. Marcus a soulevé Amara dans ses bras et il a dit « Tu es ma fille. Aujourd'hui, demain et pour toujours. » Il ne faisait aucune différence entre elle et les enfants qu'ils ont eus ensemble par la suite, deux garçons adorables qui adoraient leur grande sœur. Aisha a fini ses études de commerce avec les meilleures notes de sa promotion. Elle a ouvert sa propre boutique de vêtements dans un petit local à Victoria Island, puis une deuxième à Lekki, puis une troisième à Ikeja. La petite fille chassée de Surulere était devenue une femme d'affaires respectée, une épouse aimée, une mère dévouée. Elle employait maintenant 20 personnes. 20 familles qui vivaient grâce à son travail, grâce à sa détermination, grâce à cette force qu'elle avait trouvée au fond d'elle-même la nuit où tout semblait perdu. Et Shidi, quand il a appris le mariage d'Aisha, il a envoyé un message. Un long message plein d'excuses et de regrets. Il disait qu'il avait fait la plus grande erreur de sa vie. Il disait qu'il pensait à elle tous les jours. Il demandait s'il pouvait voir l'enfant. Aisha a lu le message. Elle l'a relu une deuxième fois. Et puis elle a posé son téléphone et elle n'a jamais répondu. Non pas par méchanceté. Non pas par vengeance. Mais parce que certaines pages doivent rester fermées pour que le livre puisse continuer. Shidi était une leçon, pas une destination. Il était le chapitre douloureux qui avait mené au chapitre magnifique. Sans lui, peut-être qu'Aisha n'aurait jamais connu Amara. Et sans Amara, peut-être qu'elle n'aurait jamais rencontré Marcus. La vie est drôle comme ça. Elle prend ce qu'il y a de pire et elle en fait le chemin vers ce qu'il y a de mieux. Aujourd'hui, quand Aisha regarde son parcours, elle ne ressent plus de colère. Elle ressent de la gratitude. Gratitude pour les épreuves qui l'ont rendue plus forte. Gratitude pour Marcus, qui a vu en elle ce que personne d'autre ne voyait. Gratitude pour Amara, qui lui a donné une raison de se battre. Et oui, même gratitude pour cette nuit terrible sur ce banc, parce que sans cette nuit, rien de tout cela ne serait arrivé. La vie d'Aisha nous enseigne quelque chose de puissant. Le chapitre le plus sombre de ton histoire n'est jamais le dernier. Tant que tu respires, il y a de l'espoir. Tant que tu avances, il y a un chemin. Et parfois, la personne qui va changer ta vie est un parfait inconnu qui décide de baisser sa vitre au bon moment. Mon analyse personnelle de cette histoire. Cette histoire me touche profondément parce qu'elle parle de quelque chose que beaucoup d'entre nous connaissent. Le jugement de nos propres parents. On grandit en pensant que nos parents nous aimeront quoi qu'il arrive, qu'ils seront toujours là pour nous, qu'ils nous protégeront de tout. Et puis un jour, on fait une erreur, une seule erreur, et on découvre que l'amour de certains parents a des conditions. C'est une des douleurs les plus profondes qui existent. Ce que je retiens de cette histoire, c'est que le pardon ne veut pas dire oublier. Aisha n'a pas oublié ce que son père lui a fait. Elle n'a pas fait semblant que tout allait bien. Mais elle a choisi de ne pas laisser cette douleur la définir. Elle a choisi d'avancer. Et c'est ça la vraie force. Ce n'est pas de ne jamais tomber.
c'est de se relever à chaque fois. L'histoire de Marcus nous montre aussi que la richesse n'a de valeur que quand elle sert à aider les autres. Marcus avait tout ce que l'argent peut acheter, mais ce qui lui manquait, c'était un but, une raison de vivre au-delà de l'argent. En aidant Esha, c'est lui aussi qui s'est guéri. Parce que donner, c'est aussi recevoir. Et pour les pères qui regardent cette vidéo, je veux dire ceci, votre enfant fera des erreurs. C'est normal. C'est la vie. Votre rôle n'est pas de les punir pour ses erreurs. Votre rôle est de les aimer malgré ses erreurs. Ne faites pas comme Alhaji Mustapha. Ne chassez pas votre propre sang. Parce que quand vous le faites, ce n'est pas seulement votre enfant qui souffre. C'est vous aussi. C'est toute la famille. Et les regrets, ça ne se répare pas toujours. Alhaji Mustapha a eu de la chance. Sa fille avait un cœur assez grand pour pardonner. Mais tous les enfants ne pardonnent pas. Tous les enfants ne reviennent pas. Certaines portes, une fois fermées, restent fermées pour toujours. J'ai vu des familles se déchirer pour des raisons bien moins graves que celle-ci. J'ai vu des parents mourir avec le regret dans le cœur parce qu'ils n'ont jamais eu le courage de demander pardon. J'ai vu des enfants grandir avec un trou dans la poitrine parce que la personne qui devait les aimer en premier les a rejetés en premier. Ne laissez pas ça vous arriver. Alors aimez vos enfants. Sans condition. Sans limite. Aimez-les quand ils brillent et aimez-les quand ils trébuchent. C'est tout ce qui compte à la fin. Voilà, c'était l'histoire d'Esha. J'espère qu'elle vous a touché autant qu'elle m'a touché moi. Cette histoire nous rappelle que la vie n'est pas un chemin droit. C'est un chemin plein de virages, de chutes et de surprises. Parfois on tombe tellement bas qu'on croit qu'on ne se relèvera jamais. Mais le fond, c'est aussi l'endroit d'où on peut rebondir le plus haut. Maintenant je veux savoir ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce qu'Esha a eu raison de pardonner à son père? Est-ce que vous auriez fait la même chose à sa place? Et que pensez-vous de Marcus? Est-ce que des hommes comme lui existent encore dans la vraie vie? Que pensez-vous du comportement de Shidi? Est-ce qu'il méritait une réponse ou est-ce qu'Esha a bien fait de tourner la page? Partagez vos histoires, vos pensées, vos émotions. Je lis chaque commentaire et je vous réponds. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Vous êtes incroyables.